Euh, alors j'aurais peut-être pas la même approche que mon collègue, hein. Moi je pense que des choix ont été faits. Euh, et particulièrement sur les EHPAD dont on parle. Je crois qu'il y a un décret qui est sorti, au-delà de la note ministérielle, il y a un décret du 28 mars, décret 2020-360, complétant le décret 2020-293 du 23 mars 2020, prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. Il est appelé décret Rivotril. C'est-à-dire que dans ce contexte précis de la crise Covid, on a jugé que des patients, et essentiellement parce qu'ils étaient âgés, avaient une balance bénéfice-risque effectivement d'une entrée en réanimation qui permettait de dire aux réanimateurs qu'ils auraient du mal à les sortir de réanimation. Mais c'est sur des données statistiques, pas sur des données réelles et pas sur des études des études cliniques. C'est particulièrement vrai, je pensais qu'Astrid en aurait parlé, sur l'hospitalisation à domicile, où on a mis en place à l'assistance publique, dans cet établissement-là d'hospitalisation à domicile, ce qu'ils appellent les GIR, les groupes d'intervention rapide. Vous imaginez ce que ça peut vouloir dire déjà rien que dans le lexical, quoi. On n'est pas tellement dans l'hospitalier là. Il s'agissait donc de venir intervenir pour les équipes hospitalières dans les EHPAD et de mettre en place un protocole préétabli de Rivotril notamment sur les personnes âgées qui présentaient des pressions respiratoires. Parce qu'on jugeait que, de fait, si on les mettait en réanimation et qu'on les intubait... C'est un protocole de fin de vie, hein, C'est ce qu'ils ont appelé le palliatif Covid. C'est le protocole de palliatif. Voilà, c'est ce qu'ils ont appelé le palliatif Covid. Mais moi, le témoignage que je voudrais apporter, c'est le témoignage de mes collègues qui ont vécu ça et qui se sont retrouvés dans les EHPAD à mettre en place ce protocole-là sans avoir le médecin de l'EHPAD avec eux et sans avoir le médecin de l'HAD avec eux. Et qui, donc, sur les dires d'un médecin d'EHPAD qui avait téléphoné aux collègues de l'HAD, a jugé que ce patient-là était en dépression respiratoire et qu'il fallait lui mettre en œuvre ce protocole palliatif. C'est revenu, la charge est revenue au personnel non médical. Et c'est particulièrement lourd. Et on n'est pas formé à ça. C'est quelque chose qui doit être partagé collectivement. Et on ne doit pas découvrir les tableaux cliniques devant le fait accompli quand on arrivait dans ces établissements. C'est particulièrement dur et ça reste encore très ancré dans les têtes. Et les collègues ont du mal à s'en sortir. Parce que quand bien même il s'avérerait qu'effectivement ils auraient eu des difficultés à s'en sortir de la réanimation, il y a le sentiment de ne pas avoir donné toutes les chances. Excusez-moi, mais j'aimerais qu'on approfondisse parce que ce que vous dites est extrêmement grave. Hein, c'est un point qui concerne des milliers de vies humaines. Vous nous dites que dans ces protocoles, aucun médecin n'est intervenu, sauf au téléphone. De façon concrète, dans un EHPAD, il y a un médecin coordonnateur qui, lui, a dû voir le patient. Donc il a saisi le SAMU, l'hôpital, l'HAD. Il y a un refus, il y a une non prise en charge par l'HAD, par l'hôpital, et la mise en place du protocole. Comment chronologiquement tout ça s'articule-t-il? Vous dites qu'il n'y a pas d'intervention du médecin. Vraisemblablement, hein. Moi j'y travaille pas en HAD, hein, donc c'est sur des témoignages qui me sont remontés. Le médecin de l'HAD avait visiblement visité le patient, avait jugé que son état était grave, que la maladie Covid avait et développait sa forme grave. Il était en détresse respiratoire et il a appelé le collègue de l'HAD pour une prise en charge palliative du Covid-19 sur ce patient-là. Le collègue de l'HAD a dépêché une équipe sur l'EHPAD pour la mise en place du protocole, qui consiste en l'injection par un infuseur de Rivotril, notamment. C'est une équipe d'infirmiers. Alors moi, je travaille en HAD. Donc je ne suis pas, infirmière, je suis sage-femme. Donc j'ai vu des patientes Covid, mais qui étaient plutôt en forme, on va dire.
Oui, ce que dit le collègue est vrai. A été mis en place en catastrophe une organisation ad hoc de prise en charge de patients en soins, enfin, en fin de vie, dans les mois là, de l'épidémie. Au regard du nombre de patients, personnes âgées qui étaient malades, mais selon un circuit qui était un circuit que jusqu'à maintenant nous n'avions pas imaginé. C'est-à-dire que précédemment en HAD, c'est de l'hospitalisation à domicile. Ça suit quand même un circuit, l'hospitalisation quoi qu'il arrive, qu'elle soit à domicile ou qu'elle soit dans un établissement. Il faut quand même qu'un médecin voie un patient, que l'entrée soit préparée, que toutes les prescriptions soient là, qu'on ait un dossier, qu'on ait un accord, qu'on ait du patient ou de la famille, etc., etc. Là a été mis des groupes d'intervention rapide en place. Comment je pourrais dire? C'est au niveau de la PHP? Ou dans d'autres régions que la PHP? Enfin, c'est spécifique à la PHP? Les groupes, les GIR, là? Non, le GIR, tel que ça a été écrit, le groupe d'intervention rapide, je pense que c'est l'HAD de la PHP. Oui, oui. Mais au-delà de ça, je veux dire, les 15 000 morts dans les EHPAD, ils n'ont pas tous eu lieu en Île-de-France, hein, donc c'est valable ailleurs aussi. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu des entrées en hospitalisation à domicile. Alors déjà, selon des protocoles, il a tout à fait raison, qui n'étaient pas les protocoles habituels de soins palliatifs. D'habitude, c'est des pousse-seringues, d'habitude, c'est des médicaments. Là, c'était des protocoles période Covid. C'était du matériel Covid, c'est-à-dire les infuseurs, qui ne sont pas exactement comme les pousse-seringues pour lesquels les débits sont beaucoup plus précis. Et au-delà de ça, des entrées parfois la nuit. Parfois, c'était l'infirmière ou l'aide-soignante de l'EHPAD de garde de nuit qui téléphonait dans certaines EHPAD, nous on a des photos, dans certaines EHPAD, il y avait sur la porte collé le numéro de téléphone de l'HAD directement. Donc il y a bien sûr un médecin d'astreinte en HAD, les prescriptions étaient faites par le médecin évidemment, mais sur le coup, c'était les infirmières qui se déplaçaient directement pour aller voir le patient et pour démarrer le traitement. Enfin le traitement, c'était pas un traitement. Voilà. Monsieur le rapporteur, je me permets d'intervenir aussi parce que je suis comme vous, je suis interpellé et je voudrais quand même que les choses soient très clairement précisées pour la bonne compréhension. Tout d'abord, je voudrais savoir si ces recommandations dont vous parlez se faisaient sur le territoire national. C'est une question que vous avez posée. J'aimerais que ça soit... Non, mais voilà, je voudrais que ça soit très très précis là-dessus. D'autre part, je voudrais savoir si ces recommandations étaient diffusées, appliquées sous contrainte administrative, d'après ce que j'entends, aux médecins et au centre 15 s'agissant de l'entrée en hospitalisation et au refus d'hospitalisation. Non mais je voudrais savoir comment ça se passait et d'autre part je voudrais comprendre, vous êtes en train de nous dire il y a eu mise en place de soins palliatifs, ce qui peut arriver en fin de vie, mais en amont il y avait eu, je l'imagine, et c'est là que je voudrais avoir votre réponse, vous sous-entendez qu'il n'y aurait pas eu d'évaluation, vous parliez tout à l'heure d'épidémiologie, il n'y aurait pas eu d'évaluation systématique par un médecin du rapport bénéfice-risque pour chaque patient, avec une prescription pour chaque patient de tel ou tel protocole. Je voudrais avoir vraiment des précisions là-dessus, parce que votre collègue nous parlait tout à l'heure d'un protocole habituel, je dirais, avec une évaluation du bénéfice-risque par patient, avant de faire une prescription, et donc qu'une infirmière, un infirmier puisse valider, enfin, pratiquer ce protocole. Je voudrais savoir comment ça se déroulait exactement. Non, mais à titre d'exemple, évidemment que oui, il y avait une prescription nominative. Était-elle précédée d'un avis médical qui balançait le bénéfice-risque pour chaque patient ? Eh bien, à titre d'exemple, je sais que, par exemple, l'évolution d'un patient pris en charge, c'est surtout la nuit que ça se passait comme ça, l'évolution d'un patient pris en charge, ça pouvait tout à fait être l'infirmière qui, par téléphone, décrivait la clinique du patient,
pour que qui à un médecin par téléphone pour ajuster une prescription, par exemple. Monsieur Coquerel, vous n'avez pas la parole. Vous n'avez pas la parole.